Alors c'est un titre un peu gonflé, mais c'est exprès, hein. J'aurais pu rajouter un point d'interrogation à va. Mais vous allez voir que c'est quand même assez sérieux. On ne connaît pas encore complètement le rythme, qui ne sera pas le même pour toutes les sciences. Il y en a qui sont déjà comme ça. Donc je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Mais avant, il faut expliquer quelque chose, c'est que personne ne sait. Je dirais que sur l'informatique, j'ai oublié l'auteur de cette phrase, mais je l'adore. L'ignorance du public est encyclopédique. C'est une phrase extrêmement exacte. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui se passe, parce qu'on voit bien que ça révolutionne le monde dans beaucoup de sens, mais on étudie beaucoup les effets, jamais les causes, et en comprenant les causes, on ne peut pas comprendre les effets. Ça, c'est général en sciences, mais aussi là. Alors, si on regarde le XXe siècle ou les siècles d'avant, toutes les sciences sont fondées sur un triangle matière-énergie-onde. C'est complètement clair. La matière et l'énergie, c'est connu depuis super longtemps, mais les ondes, c'est arrivé plus récemment. Mais quand même, Fourier déjà a un peu étudié ça. Mais bon, c'est vraiment les ondes électromagnétiques qui ont fait le gros du boulot. Et on apprend ça à l'école, on apprend que ça essentiellement. Et au XXIe siècle est arrivée une paire d'intrus qui s'appelle l'information et l'algorithme. Alors, ce n'est pas des intrus nouveaux, l'information, ça existait depuis toujours, ça. Mais les gens pensaient que c'était relié aux hommes, l'information, alors que non, ce n'est pas vrai, c'est relié à absolument tout. Et on va voir que c'est ça qui est très important en sciences. Et l'algorithme, c'est quand même un mot très très vieux. Il y a des gens qui pensent que c'est un mot grec, mais pas du tout. C'est pas comme logarithme. On va voir d'où il vient tout à l'heure, mais c'est un mot fort ancien qui s'écrit avec un I, je rappelle. Je reçois souvent des lettres me demandant « Venez nous parler des algorithmes avec un Y ». En particulier du milieu médical, et je réponds, j'arrive, j'ai l'algorithme dans la peau. Mais voilà. Donc l'information et l'algorithme, ce sont des choses qui sont arrivées à la fin du XXe siècle en grand dans notre civilisation, qui ont été connues grâce à Internet, mais qui étaient déjà bien présentes avant. Et alors on dit aussi que c'est une nouvelle science, mais vous allez voir que c'est pas très vrai. Donc l'informatique et ses algorithmes, le point essentiel, ça conduit non pas à un outillage, mais à une façon de penser nouvelle, différente de celle d'avant, complémentaire, pas du tout antagoniste, qui change le monde et les sciences. Alors, pendant très longtemps en France, et c'est ça qui fait qu'on a décidé d'enseigner l'informatique seulement en 2019, une décision courageuse pour la première fois. J'ai écrit mon premier rapport sur la nécessité de l'enseigner en 1983, et l'enseignement d'informatique a été supprimé en France en 1979, au moment où Internet explosait. Voilà. Donc, faut oublier ce mot-là, pas totalement, mais faut arrêter de dire que c'est que ça. Vous allez voir pourquoi. Alors, l'informatique s'est fondée sur 4 piliers. Information ou données, si on préfère. On dit données, c'est plus précis qu'information. Information, c'est un mot compliqué. Algorithme, langage et machine. Langage pour programmer, parce que les algorithmes sont des créations intellectuelles de nature profondément mathématique, et les langages, c'est ce qui sert à mettre les algorithmes d'une façon telle à ce qu'ils puissent tourner sur nos machines, qui sont probablement les machines les plus stupides jamais inventées, parce que la seule chose qu'elles savent faire, c'est prendre une information et la mettre ailleurs, prendre une donnée et la mettre ailleurs, ou bien additionner 2 données, et c'est à peu près tout ce que ça sait faire un ordinateur depuis toujours, et assez probablement pour toujours, dans la structure actuelle. Alors, il y a aussi des interfaces avec nous et surtout avec les objets. Il y a déjà beaucoup plus d'objets que d'hommes sur Internet et c'était un tout début. Il y en aura beaucoup plus. Les gens pensent que la 5G, c'est fait pour télécharger vite des vidéos. Absolument pas. La 5G, c'est fait pour connecter au minimum 1 million d'objets au kilomètre carré. Voilà, et ces objets peuvent être de nature extrêmement scientifique, c'est de ça que je vais parler surtout. Et puis évidemment, les machines sont minuscules et énormes. L'industrie des machines informatiques est la plus lourde du monde. Les usines sont à l'heure actuelle entre 20 et 30 milliards de dollars. Et c'est celle qui fabrique l'objet le plus léger, mais un circuit de votre téléphone, ça a 10 milliards de transistors. Donc 10 milliards de transistors, il est complètement clair que ce n'est pas les hommes qui les verront jamais, ni qui les ont conçus. Ce sont des algorithmes qui ont conçu les machines. Alors ce qui fait différer l'informatique très profondément des autres sciences, qui les rapproche plus des mathématiques, c'est que ce n'est pas une science naturelle. La biologie, la physique, la chimie, ça étudie une nature sur laquelle on n'a rien décidé. En informatique, on a tout décidé. Et heureusement, on avait la physique qui nous a donné ces merveilleux circuits. On ne remerciera jamais assez la physique des semi-conducteurs, hein, et qui est quand même quelque chose de très subtil, avec une chimie très très compliquée pour fabriquer tout ça. Mais quelque part, la machine ne fait rien. C'est le logiciel qui fait le boulot. La machine l'exécute et c'est formidable de l'avoir. Alors nous, c'est un jeu de construction. Et on va voir que ce jeu de construction apporte de nouvelles façons de voir les sciences.
Alors, c'est pas l'informatique a un gros danger, c'est que c'est très facile à faire faux et très difficile à faire juste. Mais ça, c'est un autre exposé que je ne ferai pas aujourd'hui. Les scientifiques n'ont pas encore tout à fait compris ce point de vue, mais plus ils en font, plus ils comprennent qu'il y a des moyens de faire juste ou des moyens de faire faux. Alors, les ancêtres, les voilà. Al-Khwarizmi, dont on réussit à jamais donner le nom à un élève, alors qu'il a quand même fait des petites choses, comme introduire ce qu'on appelle des chiffres arabes, qui en Arabie s'appellent les chiffres indiens. Ça a fait marrer mon postdoc syrien quand je lui ai parlé de chiffres arabes. Il m'a dit, c'est quoi ça? Ah, les chiffres indiens. Bon. Et l'algèbre, et par exemple la solution de l'équation du second degré, hein, B2, racine de B2 moins 4AC sur 2A, c'est Al-Khwarizmi, ce qu'on n'a jamais appris à aucun élève français, je n'ai jamais compris pourquoi. C'est de son nom qu'a été créé en 1240 le mot algorithme. Hein, c'est une latinisation de son nom. Turing, 1936, le vrai créateur de l'informatique. Il y a eu des précurseurs, mais on parle d'Ada Lovelace. Mais dire qu'Ada Lovelace a créé l'informatique, c'est pas vrai, mais elle a fait des choses extraordinaires. Et Turing, 1936, c'est vraiment la création de l'informatique. On dit que c'est une science jeune. Il ne faut pas oublier que l'ADN était encore largement inconnu à cette époque-là. Hein. L'ADN, c'est bien après l'informatique, en quelque sorte. Et les premiers ordinateurs qui ont fait ça, bon, et Claude Shannon qui a fait la théorie de la communication, qui a été renommée en théorie de l'information pour d'assez bonnes raisons. Pas totalement bonnes, mais bon, c'est les trois vraiment grands fondateurs. Ils commencent à être connus maintenant, ça va. Alors, qu'est-ce qui fait différer l'informatique des autres sciences? C'est son caractère totalement global. Il n'y a aucune différence entre deux notions d'information en médias, en un email, la physique, la biologie, la neurologie. Il n'y a qu'une seule sorte d'information. Shannon l'a dit une fois pour toutes de façon très juste. Il y a aussi une seule sorte d'algorithme, même s'il y a des milliers et des milliers d'algorithmes disponibles. Et surtout, il y a une seule machine universelle. Ça, c'est Turing qui nous a appris ça. Il y a une seule machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous preniez un super ordinateur ici, que vous preniez votre portable, votre téléphone, dont l'usage n'est plus tout de téléphoner, mais de prendre des photos ou d'une perche à selfie, ou le contrôleur de votre machine à laver, c'est exactement la même machine qui est programmée avec les mêmes outils. À part le prix et la puissance, il n'y a pas de différence. Vous pouvez faire tout ce que vous faites sur un super ordinateur, sur une machine à laver. Et d'ailleurs, je faisais une conférence comme ça à Bruxelles, aux avocats de Bruxelles, et le grand maître du barreau, avec humour belge, m'a dit « c'est ma femme qui va être contente, je vais lui dire que demain, je vends mon ordinateur et je fais tout sur la machine à laver ». Et en théorie, c'est possible. Alors, une difficulté pour beaucoup d'acteurs, et ça, c'est le ralentissement, c'est le facteur ralentissant de l'arrivée de l'informatique dans pas mal d'endroits, pas à Silicon Valley. Hein. Le raisonnement et l'action sur l'information sont très différents de ceux sur la matière et l'énergie. Alors, en fait, certains physiciens comprennent le rapport entre information et énergie et matière, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut raconter comme ça. Alors, la thèse que je voudrais développer, c'est la suivante. On peut faire avec l'informatique énormément de choses que la physique, la chimie ou la biologie ne peuvent absolument pas faire toutes seules. Et c'est le couplage de tout ça qui va être très intéressant. On va voir des exemples très simples et d'autres beaucoup plus sophistiqués. Alors, l'informatique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait d'abord l'instrumentation algorithmique, ça je vais en parler, ça veut dire l'informatique à l'intérieur des instruments, le traitement de données, alors on ne parle que de ça dans les journaux, hein, mais rassurez-vous, il y a autre chose, avant on ne parlait jamais que des imprimantes 3D, on n'en parle plus du tout, ce qui est idiot, elles sont toujours là. Donc le traitement de données et les méthodes d'apprentissage sont en train de faire des percées dans certains domaines de traitement de données très importants, y compris en sciences. Et là, on raconte énormément de bêtises, mais coup de chance, vous avez un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle « Les machines qui apprennent » par Yann Lequin, qui fut professeur au Collège de France en 2014 et qui a eu le prix Turing cette année. C'est équivalent de notre prix Nobel, si on veut. Donc le traitement de données, mais j'en parlerai pas tellement. Il y a tellement de gens qui en parlent en ce moment que ça va pas être mon centre. Puis surtout, j'ai pas la compétence vraiment nécessaire. La modélisation, ça c'est très important. La simulation, je vais vous expliquer de quoi il s'agit vraiment. Et puis tout ça, c'est ce qu'on appelle l'outillage informatique. Donc ça, c'était l'époque où les scientifiques embauchaient des ingénieurs pour faire la partie informatique de leur travail. Par exemple, les astronomes, les physiciens, qui ont compris ça, et les biologistes. Et là, il y a un changement très fort qui commence et qui, à mon avis, est totalement inéluctable. C'est une intégration complète de l'informatique dans les sciences, même dans des endroits où il n'y avait pas les maths, comme la biologie.
et vraiment un couplage beaucoup plus total qui fait que ce n'est pas un outillage informatique, c'est une pensée informatique qui sera introduite dans les sciences en même temps que les autres pensées scientifiques. Alors c'est ça que je voudrais vous montrer avec des exemples. Alors modélisation des instruments. Alors vous avez ici une IRM en haut à gauche. Alors une IRM, c'est un objet dans lequel on va prendre une IRM pour voir ce qu'on a dans la tête ou dans les jambes ou dans les articulations et tout ça. Et quand ils vont dans une IRM, les gens voient une image à la sortie et ils pensent que la machine a fabriqué l'image. Ah oui, mais la physique, elle n'a pas du tout fabriqué l'image. Elle a fabriqué un tas de données physique tout à fait extraordinaire sur la vitesse de relaxation du moment cinétique du proton quand on l'excite par des ondes électromagnétiques bien foutues. C'est des données extrêmement nombreuses et bruitées que des algorithmes tout à fait sophistiqués et très difficiles vont transformer en images qui se voient. Donc, il y a deux parties, la partie physique et la partie algorithmique. La partie physique, c'est de l'hélium liquide, des aimants supraconducteurs et tout ça. On pense que ça vaut très cher. Ben, les algorithmes, ça coûte le même prix parce que c'est des créations humaines. C'est à peu près la moitié du prix d'une IRM, c'est dans la construction des algorithmes. Peut-être pas la moitié, mais pas loin. Voilà. Donc, c'est une machine algorithmique, physico-algorithmique. Les séquenceurs d'ADN, ben, c'est pareil. Hein. Ça vous sort des millions de lettres ATCG, alors que tout à fait, ça coupe l'ADN en petites rondelles et ça séquence des tout petits morceaux. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut les recoller pour avoir votre ADN, avec une certaine précision, ce qu'on oublie de dire en général. Ben, ce sont des algorithmes très, très difficiles pour faire ça. Et la phylogénétique, qui cherche à comprendre l'origine des espèces, utilise d'autres algorithmes très compliqués. C'est ce qu'on appelle la bioinformatique. Les robots martiens, le jour où j'ai eu la médaille d'or du CNRS, j'étais invité par Mathieu Vidard, donc à la tête au carré. C'est le jour où Philae s'est posé sur la comète Chury. Truc extraordinaire. Eh bien, personne n'a remarqué que lancer une fusée qui va arriver sur la comète, au bout de je ne sais plus combien d'années, ben, il y avait sûrement de la science là-dedans. Hein. On n'a parlé que de l'aspect physique. Et lancer un truc qui va arriver sur un petit caillou, il y a beaucoup de maths, beaucoup d'informatique, beaucoup de calculs, beaucoup de choses comme ça. Alors les astronomes sont devenus les rois. Alors là l'astronomie est limitée par l'informatique à l'heure actuelle. Ça, c'est le VLT au Chili, qui sont évidemment des télescopes qui vont être reliés par des méthodes physiques très subtiles, de fibres optiques super coordonnées au niveau du temps, comme vous l'a dit Haroche, et puis après, qui vont fabriquer des tonnes de données qu'il va falloir calculer. On vous a montré la photo du trou noir. Ça, c'est vraiment un mot pas correct, photo. C'est de gigantesques calculs. Et pour vous montrer on n'est pas encore détaché du fait que l'information n'est pas la matière. L'information, ce n'est pas la matière. C'est indifférent au support. Hein. Et regardez, j'espère qu'à la fin de ma conférence, vous le saurez plus. Ben, vous ne pèserez pas plus lourd. Hein. Donc, ils ont dit il a fallu qu'on ait 1,5 tonne de disques durs. Mais ça ne mesure rien du tout, parce que ça aurait fait 150 grammes de mémoire flash pour exactement la même information. Hein. Donc ça, c'est montrer qu'on est collé au XXe siècle, toujours dans nos unités. Non, ça se compte autrement, l'information. Bon. Alors, voilà, par exemple, les IRM où ça va. Ici, vous avez une vue 3D des fibres nerveuses à l'intérieur du cerveau, grâce à l'IRM de diffusion, invention de Denis Le Bihan, qui a écrit un très beau livre, Le cerveau de cristal, là-dessus. Et si vous regardez ça, ben, il y a la masse de calculs et d'algorithmes pour faire cette image, qui n'est jamais qu'une image à la fin pour nous. Hein, ce n'est pas forcément ce qui est intéressant d'ailleurs comme résultat scientifique, mais quand même, c'est essentiellement de gigantesques calculs sur les données extrêmement bizarres qui sortent de l'IRM, et c'est vraiment cette conjonction-là. Bon, ça c'est du classique, mais je vais faire plus simple et plus surprenant. Il y a quelque chose de totalement surprenant. Un téléphone portable prend d'excellentes photos. C'est physiquement impossible. Son capteur minuscule ne vaut pas un clou. Son objectif, l'ensemble capteur objectif, ça vaut 25 $ hein, dans un appareil photo. Et ça fait de très bonnes photos. C'est impossible avec la physique. Mais pas en couplant physique et algorithmique. On va voir pourquoi. Voilà une photo argentique prise au grand angle dans une cathédrale. Tout photographe sait que le grand angle, ça tord la ligne droite. Et puis qu'une cathédrale, il y a beaucoup de contraste, que les vitraux sont super brillants et le fond est noir. Bon, alors, avant, c'était ça. Bon, après, on allait sur le papier, on faisait ça. Maintenant, ce qui sort de votre appareil photo, c'est ça.
Les lignes droites ont été redressées. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elles sont courbées par le grand angle, donc algorithmiquement, on sait les redresser. Physiquement, vous pouvez toujours essayer, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. On a arrangé les lumières, bon, alors ça dépend des projecteurs, hein. Et donc, on met un appareil photo, à l'heure actuelle, c'est essentiellement des algorithmes, et même maintenant, on conçoit les objectifs en fonction des algorithmes, et plus l'inverse. Ça, on pourra en reparler si vous voulez. Alors ça c'est bien, mais bon, la photo c'est pas vraiment de la science. Il y a beaucoup de science dans un appareil photo. Si vous allez chez Apple ou Samsung, il y a beaucoup plus de gens, de scientifiques sur la photo que sur le reste du téléphone, hein. Ah oui, pour un clic de plus, vous faites ça, parce que ça c'est très facile pour des algorithmes. En physique c'est un peu compliqué, parce que c'est très dur d'avoir la photo nette avec un agrandisseur penché. Là on n'a pas ces problèmes-là. Bon, voilà, donc c'est juste des exemples. Alors les astronomes, ils jouent avec ça. Par exemple, ici, vous avez des lentilles gravitationnelles. Il faut voir le cours de Françoise Combe. Ici, on a un amas de galaxies qui va courber grâce à Einstein. Avant, il ne le faisait pas. Enfin, si, je pense, mais on ne le savait pas. Il va courber la lumière des choses qui sont derrière. Et des choses qui sont derrière, s'il y avait écrit de cette Omnia, la devise du Collège de France, ça aurait cette tête-là. Et ça, c'est très, très précieux parce qu'avec des bons algorithmes, on peut retrouver les objets de derrière comme si on les voyait en vrai. Donc la photo du trou noir, c'est la même chose, ça n'a rien à voir avec une photo. Ce sont des calculs algorithmiques faits en machine par des gens super compétents. Alors on va beaucoup plus loin en photo, on va voir que ça c'est très précieux. La fusion d'images. Quand vous prenez de la macrophoto, pour toutes les personnes qui ont fait de la macrophoto, il y a juste un problème physique incontournable, c'est la profondeur de champ. Ce qui est net est tout petit en macrophoto. Si vous avez une mouche, vous avez le choix entre avoir la tête nette et avoir la queue nette. Et en physique, c'est terminé. En algorithmique, c'est joyeux. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prendre une photo, vous en prenez 6 ou 20 ou 100, ça dépend des appareils. Et ensuite, vous allez détecter algorithmiquement les zones nettes dans chaque photo, mélanger seulement les zones nettes. Alors, c'est plus subtil que ça, hein, c'est mélanger. Et à la fin, vous aurez votre mouche qui est entièrement nette. Et ça, la physique ne peut pas le faire. Le couple physique-algorithme fait ça tout le temps. Alors, c'est très intéressant en médecine. Par exemple, en médecine, vous avez 8 sortes d'imagerie. Mettons ici, j'en ai mis 5. Un scan, un PET scan angio avec des produits radioactifs dans les veines, une IRM de diffusion pour les fibres nerveuses, spectro, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas grave, une IRM fonctionnelle qui mesure l'énergie consommée par le cerveau ou apportée au cerveau. Et ces images sont toutes différentes et en plus c'est tout du 3D, c'est-à-dire qu'avant il avait à regarder 25 images ou 30 images un médecin, hein. Donc c'est l'enfer. Et 25 images, 30 images de plusieurs modalités, pour les mettre en correspondance, c'est impossible. Maintenant, les algorithmes de traitement d'images, vous pouvez avoir ça sur le cours de Nicolas Ayache au Collège de France, les algorithmes de traitement d'images vous reconstruisent la 3D. Par exemple, ici vous avez une tumeur, ce que je ne vous souhaite pas. Et à la main, il y a une horreur, c'est de mesurer le volume de cette tumeur. C'est infernal, et les gens le faisaient, ça prenait des heures. Et maintenant, vous faites retour chariot et vous avez le volume de la tumeur grâce à des algorithmes mathématiques et informatiques très jolis. C'est devenu standard, hein. Tout ça, c'est juste pas faisable avec de la physique seule. Avec ça, on a changé complètement l'anatomie. Avant, l'anatomie, c'était des très belles planches 2D. Maintenant, c'est 3D et même 4D en statistique, avec la variabilité suivant les gens. Ça, c'est les sillons du cerveau, leur variabilité suivant les gens qui permet de personnaliser beaucoup plus la médecine. Voilà. Alors, ça sert aussi aux chirurgiens. Alors, les chirurgiens deviennent scientifiques. Avant, la médecine n'était pas très scientifique, parce qu'elle n'avait juste pas les moyens. Dans la chirurgie, par exemple, la radiologie interventionnelle, on vous rentre par le fémur pour vous réparer votre cœur, par exemple. Là, c'est un os. Et quand regarde le chirurgien, l'écran, vous, il ne peut pas vous voir, vous êtes dans le scanner. Et lui, il n'a pas du tout envie de se mettre dans le scanner parce que ça irradie. Donc, il rentre par votre fémur et il fait comme ça. Ça, c'est du tous les jours, hein. Voilà une photo prise avec un téléphone par un copain, Francis Bess. J'ai fait des congrès là-dessus, moi. Et c'est pris par un téléphone pendant une opération de routine à Saint-Denis, dans le 9-3, comme on dit, hein. C'est pas de la recherche, ça. Et là, vous avez en 3D l'oreillette, c'est une oreillette du cœur, en 3D l'oreillette ici dans un PET scan du patient en temps réel. Et ici, vous avez la reconstruction par la sonde qui est à l'intérieur de l'oreillette, avec d'autres procédés.
Et puis là, vous avez en réalité virtuelle les endroits qu'il doit aller cramer en radiofréquence et puis ceux qu'il a déjà fait. Et ça, c'est l'opération de routine tous les jours. Donc c'est encore une fois un mélange. Il y a beaucoup de physique dans le PET scan, dans la sonde, etc. et d'informatique. Ah, ça c'est de la physique. Je ne sais pas. Oui, la photo a été. C'est pas une photo. C'est pas une photo. Ce que vous voyez est une photo, mais ce qui a été pris à l'intérieur, c'est pas du tout une photo. Ce sont des listes de nombres qui viennent de mesures physiques à l'intérieur et qui ont été transformées en photos pour que nous on les regarde. C'est pas une photo, hein. Comme le trou noir, c'est pas une photo, hein. Donc, simulation numérique, ça c'est un grand sujet qui est déjà très développé. Donc l'idée c'est de reproduire les phénomènes naturels sur ordinateur. Par exemple le climat. Mais le climat c'est quand même pas ce qu'on fait de plus simple, hein. Bon. Alors j'en ai mis 4 ici. La première c'est Ariane 5. Alors pourquoi on simule le moteur d'Ariane 5 ? Ben, c'est parce que les turbulences qui sont là, c'est là qu'on perd l'énergie, c'est là que le rendement est mauvais. Il faut, et ça, c'est les couleurs, c'est les températures. Et pour mesurer les températures derrière Ariane 5 pendant qu'elle vole avec un thermomètre, c'est pas fait, hein. Surtout qu'il faut les mesurer partout à la fois. Donc la seule solution, c'est de faire de la simulation. Et là, les mathématiques appliquées et l'informatique se couplent avec la physique pour faire ces simulations. Ça, c'est une simulation de l'explosion d'une supernova. Alors les budgets n'autorisent pas les astronomes à le faire au labo, et on en est très très content. Donc on n'a pas le choix. En dessous, vous avez une opération du cœur d'une maladie qui s'appelle la tétralogie de Fallot. Vous voyez, c'est un enfant qui a un ventricule qui est nettement hypertrophié. Et alors, le chirurgien, ce qu'il doit faire, c'est, comme on fait en informatique, c'est couper-coller. Mais le problème, c'est où couper ? Pour l'instant, c'était le pifomètre du chirurgien qui regardait ça. Maintenant, il y a des grands programmes mondiaux de simulation du cœur humain qui permettent de prévoir ce qui se passera si on coupe là ou ailleurs. Ce n'est pas encore fini, il y en a pour longtemps à faire ça, mais le progrès est inéluctable là-dessus. En biologie, les protéines sont des molécules chimiques tout à fait merveilleuses qui servent de catalyseurs à énormément de réactions, et entre autres, et aussi apporter l'information, par exemple l'ADN, l'ARN, tout ça, ce sont comment ça s'appelle, des polymères qui portent l'information dans le cas précis. Et comment les protéines se replient, c'est fondamental parce que c'est leur forme qui est très importante. Et là, on voit des simulations de repliement de protéines et on voit qu'en informatique, on peut jouer à des jeux dans lesquels on ne joue pas avec la nature. Ce qu'on appelle des simulations multivues, c'est-à-dire qu'il y a des domaines, il y a des trucs pas importants qui ne sont même pas simulés, ils ne sont même pas dessinés parce qu'ils pendouillent, ils ne servent à rien. Il y a des domaines où on peut colorier les domaines où il se passe des choses intéressantes. On peut faire, comme on fait dans les jeux vidéo, quoi. On peut faire une réalité virtuelle qui correspond à la simulation des protéines. Donc ça, c'est un énorme business. Vous pouvez, c'est très dur, hein, c'est vraiment limite de ce qu'on sait faire. Mais il y a un programme qui s'appelle Folding Atom, comme il y avait eu SETI Atom pour les extraterrestres, les programmes sont en grand intérêt. Mais Folding Atom, vous pouvez mettre votre ordinateur en service pour calculer des protéines pendant que vous dormez, si vous avez envie. Voilà. Alors, l'intérêt, c'est que tout ça, c'était quand même un peu des maths. C'est-à-dire qu'ici, on fait tourner sur machine des équations de maths. Alors, il y a d'autres méthodes qu'on appelle, par exemple, les automates cellulaires, qui sont dus à von Neumann, très grand matheux et qui était aussi aux origines de l'informatique. Là, ici, vous voyez, c'est une simulation pour les dunes. Donc, vous avez vous découpez l'espace en 3 couleurs, en des petits cubes. C'est pas des grains de sable, hein, c'est conceptuel. Là, ça, c'est l'air. Ça, c'est un sédiment qui n'a pas bougé. Et ça, c'est un sédiment qui est en train de voler dans l'air. Puis, vous avez des lois. Vous avez des lois extrêmement simples. Des lois, par exemple, qui disent que érosion, c'est si vous avez de l'air au-dessus d'un sédiment, avec la bonne probabilité qui est due au champ de pression, etc., hop, il peut se mettre à partir, le sédiment. Ou là, il peut être poussé par l'air et partir. Vous avez des lois très simples, avec chacune une probabilité, et vous allez exciter ces lois pendant des millions et des millions et des millions de cycles. Pour un ordinateur, ça n'a aucune importance. Milliards de cycles, hein, si on veut. Un ordinateur, ça va vite, c'est ça l'intérêt, ça ne fatigue pas. Et vous avez ça, par exemple, vous soufflez sur un grain de sable et ça vous fait une simulation très, 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 très fidèle des dunes. Alors, il faut bien régler le coefficient, c'est malin, hein, mais on n'a jamais réussi à faire ça avec des mathématiques classiques. Donc, c'est une autre méthode qui est employée dans les tas de domaines. Ça a permis de comprendre pour la première fois les dunes en étoiles qui se produisent dans les endroits où il y a plusieurs directions de vent préférentielles qui alternent.
et qui pousse contre le vent, ce qui est assez rigolo. Et donc, ça a permis d'étudier ces phénomènes-là, ce qu'on ne sait pas très bien faire. Donc, l'algorithmique n'est pas que des équations mathématiques, elle apporte des choses en plus. C'est loin d'être fini, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est la simulation? La simulation, c'est quelque chose de très profond. C'est remplacer la matière, l'énergie et les ondes par l'information, l'information et l'information. C'est ça, la simulation. Remplacer les lois de la nature par des algorithmes. C'est un peu ce qu'on fait en maths, quand même. Mais en maths, on a des équations qui sont toutes petites. Un algorithme, ça peut être gros sans aucun problème, hein. Ceux qui font marcher votre machine, c'est 100 millions de lignes de programme, hein. Donc ça peut être très gros. Remplacer le temps par le temps de calcul, s'affranchir du temps. C'est-à-dire on peut calculer rapidement des phénomènes lents. Par exemple, Françoise Combes simule, enfin pas que elle, mais des tas d'autres gens, simulent l'univers, les collisions de galaxies dans l'univers. Vaut mieux pas faire ça en temps réel, hein, ce serait un peu pénible. Simuler lentement des phénomènes rapides. Par exemple, le repliement des protéines, c'est en microsecondes ou en millisecondes. Et on veut voir ce qui se passe, donc on va le simuler lentement. Ou bien simuler en temps réel, par exemple, pour entraîner les pilotes d'avion ou les auto-écoles. Donc, on s'affranchit du temps, on s'affranchit de la mémoire, de la matière, on s'affranchit de l'énergie, dans une certaine mesure, et de la... Mais par contre, évidemment, faire ça, c'est pas simple. Hein, parce que faire faux, c'est facile. Et puis croire l'assimilation, c'est dangereux. Comme disent les Américains, you don't find oil by drilling the map. Vous ne trouvez pas de pétrole en forant la carte. Ce qui est une phrase assez précise. Alors, il faut, pour faire simuler, il faut de la matière-énergie. Mais comme nous avons une machine universelle, c'est la même matière et la même énergie, quoi qu'on simule. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout au XXe siècle. Alors, si on regarde la biologie maintenant, ben on a un peu le même dessin. Information, algorithme, langage, machine. On retrouve exactement ce dessin en biologie parce que on voit de plus en plus de gens le penser, mais entre le penser et le faire marcher, il y a encore beaucoup de débats, de combats. La biologie est une machine à exécuter des algorithmes avec une autre matière. Enfin, c'est pas que ça, hein, c'est aussi de la belle matière. On est très content d'avoir de la matière, hein. Alors, vous avez des langages, des données, par exemple l'ADN, mais il y en a des tas d'autres. Hein, dans les neurones, il y en a beaucoup d'autres. Des algorithmes, il y en a partout dans le vivant, par exemple la vision. Vous pensez que vous voyez une image, c'est complètement faux. Vous ne voyez les couleurs que dans moins de 20 degrés. Pourtant, votre cerveau voit les couleurs sur le côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la simulation. Hein, il vous reconstruit l'image sur le côté parce qu'il sait ce qu'il doit y avoir. Et en fait, vous ne voyez pas du tout ce que vous voyez sur le côté. Et ça, j'ai passé 4 jours avec des magiciens où j'avais fait une conf là-dessus. Et ils m'ont montré qu'ils le savaient depuis longtemps. C'était infernal pendant 4 jours. C'est super. Après, vous avez des langages, par exemple le code génétique, mais il est sûr qu'il y en a d'autres, par exemple le code neural, etc. Vous avez des machines, vous en avez une qui est particulièrement belle, ça s'appelle la cellule, qui va donner du boulot pour beaucoup de gens pendant encore très longtemps, mais qui est quand même une machine algorithmique avec d'ailleurs dedans des fonctions d'operating system d'un ordinateur, comme se débarrasser des vieilles protéines, envoyer les déchets à la porte, des choses comme ça. Mais faire beaucoup de calculs. Et puis vous avez comme interface, en rentrant, il vous sort le soleil, il vous rentre le soleil et la nourriture. Et en sortie, il vous sort quelque chose qui nous rend très très jaloux, qui est la duplication. Hein, la création de nouveaux individus de la même lignée, ça, on n'est pas prêt de savoir faire ça, nous. Enfin, si, en logiciel, mais pas en matériel. Et des petites molécules intéressantes comme l'ATP qui permettent de bouger, entre autres. Donc, vous voyez, vous avez la même chose. Et puis en neurosciences, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est plus avancé déjà. Vous avez les données. Alors les données, on ne les connaît certainement pas toutes, mais il y en a une, c'est les spikes, ceux que s'envoient les neurones les uns des autres. On appelle ça le code neural, mais on ne sait pas comment ça marche, le code neural. C'est c'est probablement extrêmement souple et ça peut probablement marcher de tas de façons différentes. Parce qu'il y a le temps à l'intérieur, il y a la régularité, il y a la fréquence, il y a l'arrivée du premier. Il y a beaucoup de choses dans le code neural. Les algorithmes, le cerveau est absolument une machine algorithmique. Il y a pas mal d'algorithmes qui sont connus dans la vision. La vision est assez bien décodée, la lecture aussi, jusqu'à un certain point, mais pas le sens des mots, pas les trucs de haut niveau. La perception, c'est un peu compris. Alors, il y a des langages, justement, le code neural qui va transformer ces trucs analogiques en choses un peu plus digitales, probablement. Vous avez une machine qui est le cerveau. Et puis, vous avez une entrée, c'est des sens, et puis des sorties qui sont la guitare ou la course à pied.
ce qui est quand même pas mal comme transformation. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis vous avez aussi beaucoup d'autres choses extrêmement intéressantes. Par exemple, les méthodes pour que les neurones partent, quand vous êtes fœtus, de votre cerveau pour arriver au bout du pied, là où ce qu'il faut. Et ça, c'est sérieux. Ça va donner du boulot pour longtemps. Bon, la biologie, c'est un défi fantastique. Mais tout ça, ça peut s'expliquer. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire comme approche informationnelle des sciences du vivant? Eh bien, la question, c'est exactement ça. Jusqu'où est-ce qu'on peut oublier le détail des molécules et de leurs interactions pour se concentrer sur l'information et leur fonctionnalité? Et ça, c'est un sujet qui est évidemment très difficile parce que ce n'est pas à ça qu'ont accès les biologistes. Ils ont accès aux molécules. Ils ont accès aux interactions. Et trouver une interaction... Walter Fontana, qui travaille sur ces sujets, montrait avant-hier dans sa session inaugurale au Collège de France, il montrait exactement le réseau d'interaction du métabolisme, par exemple. Il y a plein de flèches partout et chaque flèche, c'est des années de boulot. Donc la biologie, ce n'est pas comme l'informatique. Nous, on construit tout. Les biologistes, ils en bavent pour ça. Mais ils sont bons, hein. Alors on peut faire beaucoup de choses. Ben, évidemment, maintenant on sait calculer sur l'ADN. On sait aussi calculer avec l'ADN et stocker de l'information dans l'ADN. Bon, ça c'est beaucoup plus joujou pour l'instant. J'ai parlé des protéines, mais il y a aussi les interactions cellulaires. Il y a plusieurs projets en France très beaux qui travaillent sur l'étude logique et quantitative en informatique des interactions cellulaires, avec des choses très intéressantes sur les explications des rythmes circadiens et des choses comme ça. Morphogénèse et croissance. Eh oui, la croissance, c'est un processus algorithmique. Vous partez d'une seule cellule et vous arrivez à vous avec tout un paquet de machins qui marchent ensemble. Quand même pas rien. Et tout ça, c'est très, très algorithmique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je terminerai par les mathématiques. Alors, les mathématiques étaient immunes à l'informatique. Bon, évidemment, elles ont créé l'informatique. C'est des mathématiciens dont je parlais, Turing, Al-Khwarizmi, c'est des mathématiciens. Ils ont créé l'informatique, mais l'informatique a pris son indépendance comme les autres sciences, simplement. Et donc, en maths sur ordinateur, je vais citer deux exemples caractéristiques. Georges Gontier, qui fut mon étudiant de thèse. J'ai jamais compris si c'était pas l'inverse d'ailleurs. J'avais plutôt l'impression d'être son étudiant, qui a pris le défi de faire en machine, en logique vraie, c'est-à-dire sans le moindre sentiment, ce qui n'est pas le cas des mathématiciens, des vraies preuves. Et ils ont fait la preuve d'un théorème, d'abord le théorème des quatre couleurs, qui a quand même été prouvé de façon fausse. C'est qu'on peut colorier toute carte de géographie en quatre couleurs sans que deux pays qui ont une frontière commune aient la même couleur. Conjecture 1852. Beaucoup de preuves fausses, jusqu'en 1976, où il y avait une preuve déclarée juste par les mathématiciens, qui a été trouvée en fait fausse après par Gontier, assez largement insuffisante, disons, qu'il a remise, et dans un système qui s'appelle COQ, qui est un système de vérification mathématique français, quelque chose de tout à fait extraordinaire, a permis de faire la preuve de ce théorème. En machine, vous faites retour chariot, vous attendez 2h30, ça vous dit « il est vrai ». Alors que la preuve humaine fait 255 pages de maths très lourdes et commence par, pour quelqu'un qui connaît bien le sujet, il faut 1 an pour la lire. Et maintenant, c'est en machine. Bon, c'était 10 ans de boulot, hein. Alors, plus récemment, il y a un truc très beau. La conjecture de Kepler, 1611, Kepler a dit « Comment est-ce qu'on fait pour ranger le plus d'oranges possible dans une place donnée ?» Et bon, tout le monde sait que c'est comme ça. Allez dans une épicerie en Tunisie, par exemple, vous verrez que ça, hein. Bah oui, ça c'est optimal. Personne n'avait jamais réussi à le démontrer. Ça a été démontré par Thomas Hales, qui est un type assez génial. Il a commencé par faire des calculs polynomiaux monstrueux, des encadrements, pour ceux qui connaissent, monstrueux, totalement infaisables à la main. Il appelait ça la preuve à 99%. Et il s'est donné 15 ans pour mettre la preuve en vrai, mais en machine, parce qu'aucun humain n'est capable de la vérifier. C'est beaucoup trop dur. Et maintenant, c'est fait. Il a été 4 ans plus vite que prévu. C'est tout à fait fait en machine. Bon, alors, où est-ce qu'on va ? Je suis un peu rapide, hein. J'ai un cours beaucoup plus sérieux au Collège de France là-dessus, si vous voulez. Alors, Galilée avait dit « Le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique ». Ok, alors il avait une vision de la nature qui était à peu près les planètes et les objets solides, hein. Il ne parlait pas de la biologie, là. Bon, moi je pense que conjecture, hein, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématico-informatique. L'informatique apporte beaucoup d'autres choses aux mathématiques, en particulier tout ce qui est algorithmique, qui n'est pas très étudié en mathématiques. Bon, mais en fait, c'est très couplé, hein.
Eugène Wigner, grand physicien, avait dit la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences de la nature. Alors ça, c'est pas vrai du tout en biologie, hein. C'était pas vrai à son époque et c'est pas encore fait. Donc j'ai rajouté physique en gris et je pense qu'on pourra parler de la déraisonnable efficacité du temps maths informatique dans toutes les sciences, y compris les sciences sociales, qui à l'heure actuelle font énormément d'analyses de données pour comprendre des choses de façon précise au lieu de sentimentale, parce qu'avant ils n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient pas faire autrement. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup Gérard Berry pour cet exposé extrêmement clair et intéressant. Merci beaucoup. Nous sommes un petit peu pris par le temps, mais peut-être une ou deux questions, mais très rapides. Ah non, non, moi j'ai 45 minutes. Ah ouais, très bien. Alors j'ai vu une main ici, non, si on peut apporter le micro, là, monsieur en premier. Oui, bonsoir. D'habitude, on vous a dit, l'intitulé, c'est pourquoi l'informatique va mettre les seins à l'envers. Actuellement, on dit plutôt l'intelligence artificielle. Alors justement, dans tout votre exposé, vous n'avez pas parlé de ça. Alors, est-ce que vous en considérez que l'intelligence artificielle, c'est une partie de l'informatique? Et donc, bon, alors d'abord, qu'est-ce que vous donnez? Soyons précis sur les mots. L'intelligence artificielle est un domaine de recherche. À l'intérieur de ce domaine de recherche, il y a quelque chose de vraiment très intéressant qui s'appelle l'analyse de données par méthode de deep learning, typiquement, qui est décrite dans le livre de Lequin. J'en ai parlé, j'ai dit que ces méthodes sont tout à fait utilisées maintenant, mais elles n'ont pas encore fait leurs preuves. On commence à être, dans ce domaine-là, elles ont fait leurs preuves ailleurs, hein, par exemple la traduction des langues, mais elles commencent à être utilisées systématiquement pour l'analyse de données. Mais l'analyse de données, c'est un des pans de l'histoire. Donc, bien sûr, l'analyse de données, c'est très important. Par exemple, les astronomes ont un problème d'avoir énormément trop de données. Le SK, le Square Kilometer Array, qui prévoit, est censé fabriquer en quantité de données par jour autant de données qui n'en circulent dans Internet en un an. Donc, ça veut dire que la plupart, il faut les jeter instantanément. Donc, ils utilisent ce genre d'algorithme. Alors, j'en ai pas parlé beaucoup parce que à l'heure actuelle, on ne parle plus que de ça et n'importe comment. Donc, si vous voulez arrêter d'en parler n'importe comment, vous lisez le bouquin de Yann Lequin, vous serez très déçus. Il vous expliquera ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire, ce qui n'est pas du tout ce qu'on trouve dans les journaux, hein. Donc, mais par contre, c'est vrai. Donc, j'en ai pas parlé parce que c'est indépendant de la chose. Mais par exemple, j'ai entendu le métro de Paris Météor circule grâce à l'intelligence artificielle. Les gens se permettent de dire ça. Ça prouve qu'ils sont d'une ignorance encyclopédique. Je ne sais pas parfaitement comment est fait le métro, et c'est pas du tout comme ça. Donc voilà, la raison pour laquelle j'en ai pas parlé, c'est que maintenant vous avez un grand spécialiste qui en a parlé au Collège de France pendant un an, qui est Yann Lequin, prix Turing, et qu'il a un bouquin que vous pouvez lire là-dessus. Mais bien sûr, les biologistes essayent de s'en servir, mais pour l'instant, on n'a pas encore de grands résultats, mais il y en aura sûrement. C'est pas une partie de l'informatique pour vous? Si, bien sûr. C'est une partie de l'informatique, oui, mais pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle existe nulle part là-dedans, sauf dans l'apprentissage profond. Peut-être madame là qui n'a pas eu le micro avant. Merci. Donc j'ai une question pour revenir sur ce que vous avez dit sur le cerveau. À quelle échéance on peut espérer comprendre vraiment comment le cerveau fonctionne? Parce que l'algorithmique du cerveau est quand même très différente de celle d'un ordinateur. Non. 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 Mais alors pourquoi on ne fait pas non, il n'y a pas l'algorithmique d'un ordinateur et l'algorithmique du cerveau. Ça n'existe pas, ces deux notions. Il y a l'algorithmique. Il y a la façon. Je vous rappelle que c'est une machine universelle. Donc toute algorithmique peut être mise dans un ordinateur. Ce n'est pas la question. Il y a l'algorithmique du cerveau. Comment le cerveau se débrouille pour faire les choses fabuleuses qu'il fait? À l'heure actuelle, on n'en sait rien du tout. Oui, c'est ça. La notion d'échéance, en science, quand un problème, on n'en sait rien du tout et qu'on ne sait même pas encore comment l'aborder, il faut juste l'oublier, comme disait Serge Laroche. Les gens travaillent là-dessus, ils font de leur mieux, ils avancent. Et c'est un travail de fourmi parce que c'est super dur et toutes les expériences sont super dures. On comprend des bouts. La perception, on comprend un peu. Et la perception, c'est nécessaire. L'apprentissage, par exemple, on ne comprend pas. Yann Lequin, dans son bouquin, dit lui, ce qu'il veut comprendre, c'est l'apprentissage des enfants. Un réseau d'apprentissage profond, ça apprend à traduire les langues. C'est totalement fantastique. Un enfant, ça apprend en même temps à parler les langues, à marcher, à comprendre le monde, à voir, à écouter.
tout en même temps. Hein, donc, c'est infiniment meilleur. Donc voilà, ça c'est un sujet de recherche. Ça dépense beaucoup moins d'énergie. Mais l'échéance, vous laissez tomber, il n'y a pas. Mais est-ce que, justement, au niveau microscopique, est-ce qu'un neurone, ça peut s'assimiler à un transistor? Alors, voilà. Ben, ça c'est une question importante. Le niveau microscopique n'est probablement pas le niveau important. C'est ça qui est important. Si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un circuit électronique, il est important de le comprendre, mais ce n'est pas là que ça se passe. Si vous voulez essayer de comprendre un ordinateur, surtout, n'essayez pas de comprendre ce que c'est qu'un transistor, ça n'a rien à voir. On peut faire des ordinateurs à eau, à air comprimé, ça c'est fait. Le transistor, la façon dont marche le transistor n'a pas d'importance. C'est sa fonction qui compte. La fonction des neurones, on ne la connaît pas encore. On sait, par exemple, j'ai un copain qui m'a dit on comprend tout des neurones parce qu'on sait exactement comment marchent les canaux ioniques. Je lui ai dit oui, mais si tu sais ce que c'est qu'un transistor, ça ne te dira rien sur le fonctionnement d'un ordinateur. Rien. Si vous prenez le plan d'un ordinateur et vous cherchez à comprendre ce qu'il fait avec des notions de transistor, vous n'avez aucune chance. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'organisation de l'information, c'est les transferts d'informations. Oui, donc ils transfèrent l'information. Oui. On ne sait pas. Par exemple, on ne sait pas où est la mémoire. On ne sait pas du tout ce que c'est que la mémoire. On dit la mémoire est dans les synapses. Cette phrase n'a pas de contenu. Parce que si la mémoire est dans les synapses, il faudrait aller plus loin que cette phrase, ce qu'on ne sait pas faire. On sait qu'il y a de la mémoire dans les synapses, mais on ne sait pas pourquoi, quand on roule en voiture, qu'on a un arbre devant soi, on dit oh, tiens, je suis déjà passé là il y a 20 ans. Ça, c'est pas fait. Donc le cerveau, c'est juste hyper dur. C'est merveilleux pour les scientifiques, un sujet hyper dur. La chimie, ça a quand même mis un petit temps à être compris. La physique, entre l'idée du chat de Schrödinger et la réalisation par Serge Haroche, il y a une petite centaine d'années. Et il y a 10 ans, on pensait que ce n'était pas possible. Et c'est fait. Bon, aucune idée de durée. C'est un sujet fabuleux. Mais le cerveau est algorithmique, tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il n'y a que ça? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a que les neurones dans le cerveau? On ne sait même pas. Hein. Il y a des gens qui pensent que les neurones se néforment et qui transportent aussi de l'information comme ça, ce qui est tout à fait raisonnable. Alors, monsieur, bravo. Pourquoi bravo? Non seulement vous êtes brillant et tonique, mais vous êtes plein d'humour. C'est top. J'ai pas arrêté de sourire sur des sujets sérieux et je suis pas la seule, monsieur, là, qui a eu le prix d'or là de CNRS, il n'arrêtait pas de sourire non plus. Bravo. Oui, alors j'ai une question toute simple, monsieur. Oui. Si je vais répondre au monsieur, parce que intelligence artificielle et algorithme, c'est exactement pareil, monsieur. Quand on parle non, c'est des bêtises. Bon, allez. Ah bah si, je suis allé hier à une conférence à la Fondation de France, c'est ce qu'ils m'ont dit. Très bien. Madame, s'il vous plaît, posez votre question à Gérard Berry. Alors, ma question. Pour que monsieur puisse poser sa question après. Ma question. La nature, l'être humain, les végétaux, ce n'est qu'algorithme? Tout ça, c'est de l'algorithme. Ah non, je n'ai pas dit ça. C'est plein d'algorithmiques. Oui, c'est plein d'algorithmes. Oui, bien sûr, c'est clair, ça. Tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas dit que c'était que de l'algorithmique. Ça ne pourrait pas être une affirmation scientifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On ne sait pas. Oh là là. Merci. Moi, j'évite soit. Non, mais alors sur l'humour, je précise aussi que je suis informaticien le jour et la nuit, je suis régent de déformatique au collège de pataphysique. L'informatique, c'est la science de l'information et la déformatique, c'est le contraire. Avec comme principe, appuyez-vous sur les principes, ils finiront bien par céder. C'est un principe scientifique très important. Non, j'ai jamais dit que ce n'était que algorithme. J'ai dit qu'il était nécessaire d'avoir une. Mais d'abord, c'est beaucoup matière, hein, quand même. C'est-à-dire que la biologie a choisi sa matière. Nous, pour les ordinateurs, on a choisi une autre. Pourquoi? On aurait bien aimé prendre la biologie, mais on ne sait juste pas faire. Avec les transistors, ça marche, c'est cool. Merci les physiciens. Les biologistes, ils ne nous ont pas filé le même machin. Mais on est vachement meilleur que les ordinateurs pour tout, nous. Simplement, on ne sait pas faire une addition. Vous voyez, par exemple, quand on dit c'est fantastique, la machine qui joue au Go a battu l'homme. C'est effectivement fantastique. Mais ça traduit aussi autre chose. C'est qu'être intelligent, c'est vraiment pas la bonne façon de jouer au Go. Sachez que d'abord, vous ne savez pas faire une multiplication de 10 chiffres par 10 chiffres de tête. Personne ne sait faire ça. Un ordinateur, ça met 1 milliardième de seconde pour faire ça. Donc nous avons des capacités extraordinaires pour faire certains trucs et une absence totale de capacité pour en faire d'autres. Et on a fabriqué une machine qui a un peu l'inverse. Et tout est intelligence artificielle, c'est une phrase qui n'a aucun sens.
Non, même les gens de l'intelligence artificielle ne vous diront pas ça. Moi, ce que je fais, Yann Lequin sait très bien ce que je fais, il ne veut pas dire que c'est l'intelligence artificielle. Pour conduire, pour freiner une voiture, enfin, par exemple, dans une voiture, il y a les deux. Enfin, pour l'instant, il va y avoir les deux. Enfin, donc, reconnaître le paysage, c'est vraiment des problèmes d'apprentissage. J'aime pas dire le mot intelligence artificielle, il y a le mot intelligence dedans, alors que dans l'apprentissage, il n'y est pas. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser l'apprentissage. On est très loin de l'intelligence. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une quête. L'intelligence artificielle est une quête. Ce n'est pas une certitude. Et les journalistes, ils confondent joyeusement les deux, et certains commentateurs aussi. Donc voilà, donc il y a des algorithmes remarquables d'apprentissage, il y a des algorithmes remarquables tout à fait classiques, et ben, on ne sait pas comment ça va évoluer. Parce que tout ça, c'est mouvant tout le temps, la science, tout le temps. Merci. Une toute dernière question ici, monsieur. Bonsoir. Une question peut-être un peu plus éloignée. Vous avez dit en introduction que l'informatique était depuis 2019 remis dans l'enseignement. Est-ce que vous pouvez juste un petit peu en parler? Ah oui, oui. Ça, j'ai beaucoup travaillé à ça depuis 1983, où nous avons écrit le premier rapport sur l'enseignement de l'informatique. Dans les grandes écoles, vous savez, en Europe, on a quand même réussi l'exploit d'être absent de la première industrie du monde. C'est le seul domaine industriel où il y a juste une seule entreprise française dans les 100 premières mondiales et en rang 70. Dans tous les autres domaines industriels, on est très bien placé. Il y a eu en France un choix de considérer que l'informatique, c'est une mode qui allait passer. Choix explicite que j'ai beaucoup entendu. D'accord ? Bon. Et dans l'enseignement, c'était tabou. On ne pouvait pas parler d'enseignement de l'informatique. On nous disait non, c'est hors de question. D'ailleurs, c'est encore tabou parce que les enseignements qui ont été faits en seconde s'appellent sciences numériques et technologies, ce qui est le mot le plus étonnant que j'ai jamais, enfin, le triple mot le plus étonnant que j'ai jamais entendu pour replacer le mot informatique. Si vous lisez l'enseignement, c'est juste un enseignement d'informatique. Et en première et terminale, où c'est une option, ça s'appelle numérique et sciences informatiques au pluriel. C'est la première fois que j'ai appris qu'il y en avait plusieurs. D'accord ? Alors ça veut dire qu'il y a des résistances dans tous les coins. Moi, je ne sais pas d'où elles viennent, on n'a pas pu savoir. J'ai essayé de demander au ministre, il m'a dit qu'il ne savait pas non plus. Donc, voilà. Donc, il y a un enseignement sérieux en seconde, les programmes sont publiés. Il y a un enseignement sérieux. Alors, en seconde, c'est assez généraliste, c'est plutôt des leçons de choses sur le paysage informatique, parce que les gens ne comprennent pas, quoi. Je vais juste vous poser une question. Qui a plusieurs mots de passe dans la salle ? Qui se rappelle de ces mots de passe ? Bon, ben là, vous êtes en danger. Et personne ne le sait. Il faut avoir un seul mot de passe, très dur à se rappeler, et tous les autres, ils doivent être construits par des algorithmes, et vous ne les verrez jamais. Ça s'appelle un gestionnaire de mots de passe. Si vous avez un mot de passe et que vous vous en rappelez, vous êtes en danger. Par exemple, si vous avez un mot de passe qui est dans le dictionnaire ou qui a une date de naissance, le temps de cassage de ça, c'est quelques secondes. Ben, ça, c'est même pas raconté aux gens, quoi. Donc l'ignorance est encyclopédique et ça commence à être tragique. Alors pas partout, pas partout. Mais bon, c'est des sujets très simples. Alors j'ai fait si vous voulez voir ça, j'ai fait un cours sur la sécurité au collège. Cette année, j'ai fait un cours qui s'appelle Où va l'informatique ? L'année dernière, pardon. Parce que là, je suis professeur plein de mérite, puisque j'ai été viré à 70 ans. Voilà, donc on essaye d'expliquer à quoi ça ressemble le paysage, parce que ce serait bien que les gens connaissent ce qui se passe dans une des activités les plus importantes au monde à l'heure actuelle. Il ne suffit pas de la subir. Alors, il y a des discussions partout, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, comment... Voilà. Un des grands problèmes, c'est pour ça que les conférences scientifiques sont importantes, un des grands problèmes, c'est que ce qu'on apprend aux gens, maintenant, c'est pas essayer de comprendre, c'est que faut-il penser d'eux. Ça, c'est tragique. C'est vraiment tragique. Que faut-il penser d'eux ? C'est l'esclavage. Nous sommes à l'heure actuelle, en informatique, esclaves de l'Asie et de l'Amérique, par choix. Par choix passé. Ça commence à être moins vrai. Merci beaucoup, Gérard Berry, pour cette masterclass